Je vois beaucoup de mains. Monsieur le Président, Véronique Saint-Olive, France 2. Il y a 6 mois, vous dansiez sur l'air de la vie en rose. Vous saviez déjà que la réalité n'était pas rose du tout. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait procéder dès votre élection à une sorte d'audit de la France qui vous aurait permis de montrer quels étaient les innombrables et graves problèmes du pays et d'expliquer donc tout de suite aux Français cette rigueur que vous appliquez maintenant à tous et qui n'était pas vraiment prévue? Là encore, le soir d'une élection, mieux vaut avoir quelques sourires. Mais je n'avais pas dissimulé aux Français la réalité. Et vous me parlez d'audit. J'en ai commandé un le lendemain même de mon accession à la responsabilité du pays au premier président de la Cour des comptes. Et l'autre audit, si je puis dire, a été commandé à M. Gallois, qui n'a pas tardé à faire ses conclusions. Et d'une certaine façon, je les avais anticipées, puisque je savais la dégradation de notre balance commerciale, qui était, je le rappelle, excédentaire il y a 10 ans et qui est déficitaire de 70 milliards d'euros. Et si j'avais pu à un moment manquer de mémoire ou manquer de lucidité, ça m'aurait été rappelé par qui d'abord? Par les marchés, tout de suite, qui nous auraient sanctionnés. Et puis aussi par nos partenaires en Europe. Or, l'Europe, elle a eu besoin de la France. Parce que s'il n'y avait pas eu le changement au mois de mai, il n'y aurait pas eu cette réorientation. Nous n'en avons pas terminé, mais pour que la France pèse, pour qu'elle puisse parler fort, faut-il aussi que ses comptes soient rétablis en bon ordre et que sa compétitivité aussi soit redressée. Parce qu'on ne pèse, certes, qu'en fonction de son poids dans l'histoire, de sa place dans la géographie, mais aussi de sa densité sur le plan industriel et économique. Alors, tarder, un gouvernement, je ne voudrais pas être cruel, et on pourrait remonter à loin, peut-être même jusqu'à 30 ans, qui ait aussi rapidement pris des décisions sur les 2 grands sujets qui minent notre pays depuis trop longtemps. La question des dettes publiques, du déficit et la question industrielle et productive. Moi, je n'ai pas attendu, je le dis, le mi-mandat. Souvent, pour la gauche, quand elle est au pouvoir, le mandat du tournant. Non. Pas de pause. Pas de renoncement. Je n'ai pas attendu non plus la fin du quinquennat pour dire qu'à propos, il y avait peut-être une réforme à faire sur la compétitivité, mais que ce serait mon successeur qui en prendrait finalement la responsabilité. Non. J'assume devant les Français tout de suite ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Monsieur le Président. Oui. Nicolas Prissat, au Journal du Dimanche. Oui, pardon. Monsieur le Président, pendant la campagne, vous avez à de nombreuses reprises évoqué le rassemblement des Français comme le but de votre action politique, et vous l'avez répété dans votre discours il y a quelques instants. Or, depuis 6 mois, certaines dispositions ont pu créer des clivages, par exemple avec les chefs d'entreprise. Aussi penser à des catégories de Français qui ne participent pas à l'effort de redressement fiscal, même symboliquement. Il y a sur le plan sociétal, par exemple, le mariage homosexuel qui est aussi clivant. 2 questions. Est-ce que le rassemblement des Français, selon vous, peut s'accommoder d'exceptions? Et qu'est-ce que vous pensez avoir fait depuis 6 mois pour rassembler les Français? Merci. Vous avez raison de rappeler ce qu'est le devoir du président de la République à toutes les époques, dans toutes les circonstances. Je suis l'élu d'une majorité, d'ailleurs étroite, 51,6%. Mais je ne suis pas l'élu d'une fraction. Je suis maintenant l'élu de toute la nation. Et je dois m'adresser à tous, quel qu'ait été leur vote au mois de mai. Néanmoins, je n'ai pas été élu simplement sur une promesse vague. J'ai présenté 60 engagements. Ma responsabilité, et vous me rappelleriez
à cette exigence, c'est de respecter ces engagements. D'ailleurs, chaque fois que je tarde à le faire, vous le soulignez. Donc, c'est de faire passer ces engagements sans créer de fractures et de divisions inutiles. Prenons quelques exemples. Sur l'appel à la solidarité, notamment pour la préparation de cette loi de finances, la fiscalité, j'ai conscience que je demande beaucoup à des catégories supérieures et que j'ai fait en sorte que bonne part de nos compatriotes soient protégés d'un certain nombre de prélèvements, ce qui veut dire que 70% de l'effort est demandé à 20% de nos concitoyens. Et je n'entends pas les montrer du doigt, j'entends même saluer aussi cette solidarité. Et je ne pense pas que ces contribuables ont à l'esprit d'aller chercher une autre résidence fiscale que celle qui est la leur aujourd'hui. Et je veux ici les en remercier, parce que nous avons à faire un acte de patriotisme ensemble. Je ne les montre pas du doigt, je ne les stigmatise pas, je ne les oppose pas à d'autres. Je leur dis que nous sommes engagés et que l'État devra lui aussi faire son devoir, il le fait, pour trouver des économies budgétaires. Sur le mariage pour tous, si je puis dire, ouvert à tous, c'est une proposition qui a été faite depuis plusieurs années et que j'ai portée durant la campagne présidentielle. J'ai donc demandé à ce que le gouvernement prépare un projet de loi qui ouvrira la possibilité du mariage aux couples homosexuels et, dans certaines conditions, l'adoption. Ce texte viendra au Parlement. Il a été souhaité qu'il y ait du temps pour le débat. Et moi-même, je considère que toutes les croyances, que toutes les sensibilités doivent être entendues et respectées. Donc le Parlement sera saisi du texte dans les prochains jours, mais n'en débattra qu'à la fin du mois de janvier. Et là encore, il y aura une évolution de notre droit, fondée sur l'égalité. Égalité dans l'accès au mariage et à ce qu'il permet comme protection et comme solidarité. Ce sera aussi un texte de liberté. Et je ne veux pas en faire un texte de division. La meilleure preuve, c'est que je prends date, il y aura bien un jour une alternance. Je ne suis pas convaincu que si c'est la droite qui, après-demain ou encore plus tard, accède aux responsabilités, elle reviendra sur cette réforme. Pas plus d'ailleurs que la droite espagnole n'est revenue sur ce qu'avait fait le gouvernement de Zapatero là-dessus. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'une nation, et c'est le rôle du président de la République, où nous devons faire des choix, traduire des évolutions de société. Ça paraît périlleux, et puis, à un moment, c'est accepté par tous, même par ceux qui avaient combattu le texte. Monsieur le Président, Guillaume Durand, Radio Classique, vous avez parlé d'une situation anormale tout à l'heure. Alors, est-ce que la présidence normale est adaptée à cette situation? Et tout à l'heure, vous évoquiez aussi Jean-Marc Ayrault. Vous lui avez demandé, vous l'avez dit précisément, 50 milliards d'économies sur 5 ans. Est-il là pour 5 ans? Je ne crois pas avoir utilisé le mot anormal. Mais comme vous êtes un bon journaliste, vous vouliez poser la question sur la présidence normale. J'avais dit que le pays avait besoin d'apaisement, je le crois encore. Parce que plus c'est difficile, plus l'apaisement est indispensable. Je suis un président aujourd'hui responsable, pleinement responsable. Ça veut dire quoi, responsable? Ça veut dire responsable de tout, mais qui ne décide pas de tout. Parce que je veux respecter nos institutions. D'abord le gouvernement, le Premier ministre, qui conduit la politique de la nation, sur la base des orientations que j'ai moi-même fixées et que je viens de rappeler devant vous. Le gouvernement, je ne me substitue pas au ministre. J'interviens au moment où je le pense nécessaire, soit avant, soit après. Mais je laisse le gouvernement travailler.
respectueux aussi du Parlement, des partenaires sociaux. Beaucoup est dit sur la méthode de la négociation. Ce serait pour ne pas décider, c'est au contraire, pour décider et parfois plus vite et décider mieux. Et chaque fois que la négociation échoue, elle n'a pas échoué pour le moment, eh bien, il y aura une prise de décision. Respect et simplicité. Oui, c'est vrai, et j'en mesure tous les jours les conditions. La présidence de la République exige de la hauteur, de l'élévation, de se mettre vraiment aux responsabilités du pays. Et en même temps, je veux garder la simplicité autant qu'il est possible. Quant à Jean-Marc Ayrault, je l'ai choisi parce que j'ai une grande confiance en lui. C'est tout simple. Je l'ai choisi parce que je considérais que c'était lui qui pouvait, dans cette période si difficile, conduire le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord sérieux, c'est important. Il est loyal, c'est nécessaire. Il est dévoué à la cause publique. Et il est concret. Il a été maire d'une grande ville qu'il a transformée. Il sait ce que décider, diriger veut dire. Et ce que les Français veulent, c'est-à-dire une traduction immédiate de ce qui a été décidé. Voilà pourquoi je lui renouvelle ici toute ma confiance. Marie-Ève Malouine, France Info. Monsieur le Président de la République, vous avez en septembre tenu la conférence environnementale. On vous a senti plutôt allant sur le dossier de la fiscalité écologique.